Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder ou bien continuer nos leçons ou bien nos cours d'introduction à l'économie. Nous allons voir, on va voir l'utilisation et les applications des principes qu'on a étudiés en sciences économiques. Allons-y. Alors, un éventail de terminologie dans le domaine économique a récemment émergé qui n'a pas été aussi familier que les sujets économiques traditionnels qui parlent de macroéconomie et de microéconomie. Pas aussi dans le cadre des écoles de pensée économique bien connues, telles que Adam Smith, David Ricardo, etc. Le concept d'économie verte, d'économie environnementale et d'autres est paru. Plus récemment, on a commencé à parler d'autres types et branches de l'économie résultant de l'évolution ou de l'intérêt sociétal et institutionnel pour des questions spécifiques. Donc, quels sont les différents domaines d'application des principes des sciences économiques? On a plusieurs. On a l'économie solidaire ou bien l'économie sociale et solidaire. On a l'économie verte, l'économie bleue, l'économie circulaire, l'économie des énergies renouvelables, l'économie mauve, l'économie de santé et l'économie de la maison ou bien ce qu'on appelle l'économie domestique. Alors, on va commencer par l'économie mauve. Qu'est-ce que c'est que l'économie mauve? La mondialisation connaît une nouvelle phase. Elle s'accompagne désormais d'une redistribution de la puissance, de l'intelligence et de la richesse. Le mouvement de rééquilibrage s'opère au profit des pays émergents et en développement. Il n'est pas seulement économique, mais aussi culturel. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que l'économie mauve a un aspect culturel. Cette évolution oblige à regarder différemment le fait culturel, à repenser la relation entre culture et économie. Le mode de croissance de ces dernières années n'est plus adapté à la configuration du monde globalisé et n'est plus durablement envisageable. Le modèle croissance sans culture aboutit à une standardisation des produits, à un appauvrissement des contenus, à un gaspillage des ressources liées à l'abandon des savoir-faire locaux. La notion d'économie de la culture a permis d'inclure la sphère culturelle dans l'économie, de lui donner une certaine envergure. Mais elle ne suffit plus à décrire la réalité d'un monde où la culture ne peut se réduire à un simple secteur. Il paraît plus nécessaire aujourd'hui que la culture innerve l'ensemble des activités humaines et donc économiques. Tous les acteurs puisent dans le substrat culturel et produisent en retour de la culture à des degrés divers. Faute d'être identifiés, ces flux culturels qui irriguent l'économie sont insuffisamment valorisés en tant que facteurs d'innovation et de dynamisation d'une activité économique
qui serait davantage orientée vers la satisfaction des besoins humains. Envisagée sous cet angle, la mondialisation offre de nouvelles potentialités, celles qui résulteront d'une interaction dynamique entre l'économie et la culture. La conscience à l'échelle mondiale d'un environnement culturel partagé invite à mieux reconnaître les effets de cette interaction entre économie et culture, en particulier en mesurant et précisément l'empreinte culturelle qu'exercent les groupes et les individus. Il s'agit d'abord de tous les processus économiques qui conduisent à adapter les biens et les services aux spécificités de chaque culture, pour autant que ces spécificités soient respectueuses d'un socle universel. L'articulation dynamique et vertueuse entre l'économie et la culture invite à voir dans la culturalisation un champ d'opportunités et de responsabilités. Avec l'économie verte qui intègre l'empreinte écologique et l'économie sociale qui intègre l'empreinte sociale. L'économie mauve qui intègre l'empreinte culturelle a vocation à constituer le troisième pilier de la transition qui s'ébauche vers un au-delà de la croissance purement quantitative. L'avènement d'un monde multiculturel et polycentré replace la diversité des cultures au cœur des préoccupations de l'entreprise. Cette culturalisation, dictée par la géographie, correspond de facto à une diversification au niveau mondial de l'offre de biens et de services. Cette tendance à la diversification est renforcée particulièrement dans les économies avancées, par une remise en cause du tout quantitatif et une aspiration de plus en plus forte pour lui substituer une économie de la qualité. Cette économie de la qualité s'assimile en grande partie à un enrichissement culturel. L'économie mauve, ou en anglais ce qu'on appelle the purple economy, est l'une des trois composantes d'une économie durable, sociale, environnementale et mauve. Donc l'économie environnementale et l'économie verte et sociale est mise en évidence par sa désignation en tant que domaine de préoccupation respectif. Le premier sur les questions environnementales et le second sur les questions de société. Donc l'économie mauve est une zone économique qui contribue au développement durable en augmentant la considération et la valorisation du retour culturel des biens et services. L'économie mauve prend en compte et se concentre sur la dimension culturelle et est différente de l'économie culturelle, qui est un secteur en soi. Maintenant, on va passer à l'économie bleue. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie bleue? L'économie bleue décrit l'utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques dans les environnements marins et d'eau douce. Ceci comprend les océans, les mers, les côtes, les rives, les lacs, les rivières et les eaux souterraines. Il comprend les activités qui exploitent les ressources aquatiques, la pêche, l'exploitation minière, pétrole, biotechnologie, etc. Ou utilise les milieux aquatiques, transport maritime, tourisme côtier, etc. Dès lors qu'elles sont réalisées de manière intégrée, équitable et circulaire. Ces activités contribuent à améliorer la santé
des écosystèmes aquatiques en établissant les mesures de protection et de restauration. L'économie bleue est un terme économique qui signifie l'exploitation et la préservation du milieu marin, et son interprétation varie d'une organisation à l'autre. Donc, selon la Banque mondiale, l'économie bleue est l'utilisation durable des ressources océaniques pour atteindre la croissance économique, améliorer les moyens de subsistance et les emplois, tout en préservant l'écosystème océanique. En retour, la Commission européenne définit le terme comme toutes les activités économiques relatives aux océans, mers et côtes. Donc, il couvre un large éventail de secteurs émergents et interdépendants. Et les États de Commonwealth considèrent l'économie bleue comme un concept émergent qui encourage une meilleure intendance de nos océans ou bien de nos ressources bleues. Il faut savoir que dans le contexte africain, l'économie bleue englobe le milieu marin et les eaux douces. Elle concerne l'usage durable et la conservation des océans et des mers, des rivages et des berges, des lacs, des cours d'eau et des nappes souterraines. L'économie bleue est ainsi un ensemble d'activités humaines qui, d'une part, organise de manière intégrée, équitable et circulaire la production, la distribution, l'échange et la consommation des biens et de services issus de l'exploitation des ressources aquatiques, comme par exemple la pêche, l'exploitation minière et pétrolière, la biotechnologie et les énergies alternatives, ou bien de l'utilisation des supports que constituent les milieux aquatiques, comme par exemple le transport maritime et le tourisme balnéaire. Et d'autre part, concourt à l'amélioration de l'état de santé des écosystèmes aquatiques en instaurant des mesures de protection et de restauration. Donc, l'économie bleue s'articule ainsi autour de la valorisation des secteurs économiques et des composantes écologiques. Mais qu'est-ce qu'une économie bleue? Donc, l'économie bleue, c'est la gestion des ressources en eau et dépendante des océans pour le développement durable, l'éradication de la pauvreté et l'autosuffisance alimentaire. Donc, l'économie bleue concerne l'utilisation durable et la conservation des ressources en eau, les océans, les mers, les lacs et les rivières, afin de guider la croissance économique, améliorer les moyens de subsistance et créer des emplois, tout en assurant le respect de l'environnement, les valeurs culturelles et la biodiversité. Donc, on peut définir l'économie bleue comme l'économie qui a pour objet l'utilisation durable des ressources des océans en faveur de la croissance économique, de l'amélioration des moyens de subsistance et des emplois et de la santé des écosystèmes marins. Alors, maintenant, on va savoir quels sont les principes de l'économie bleue appliqués au continent africain. L'économie bleue repose sur un certain nombre de principes. À titre d'exemple, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique fonde l'économie bleue sur les quatre principes suivants.
défendre une gestion et une utilisation durable des écosystèmes aquatiques et des ressources correspondantes à travers une approche et des regroupements multisectoriels, en mettant l'accent sur la création de plus-value et d'emplois. L'acquisition de compétences, les technologies générales et le renforcement de liens entre l'économie bleue et les autres secteurs. On a aussi l'optimisation des retombées socio-économiques du développement durable des milieux aquatiques avec la participation des parties prenantes à tous les niveaux et à toutes les étapes afin d'installer une croissance inclusive et respectueuse de la parité homme-femme et de renforcer la sécurité alimentaire. Troisièmement, la préservation des écosystèmes aquatiques et les ressources associées. En réduisant quoi? En réduisant les menaces et les impacts liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles. On a aussi accomplir les objectifs de développement durable, ou bien ce qu'on appelle l'ODD, relatifs à la conservation et l'exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines et à la garantie d'un accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Et enfin, l'économie bleue implique une série d'activités économiques très diversifiées qui représentent un tremplin pour la croissance économique dans le domaine maritime ou la croissance bleue. Donc cette notion fait référence au développement et à l'utilisation du potentiel des océans, des mers et de toutes les infrastructures qui s'y rattachent. La croissance bleue a pour objectif de mobiliser le potentiel inexploité des océans, des mers et des côtes, favorisant ainsi la création d'emplois et de valeurs économiques. Maintenant, on va aborder l'économie verte. Donc, qu'est-ce que l'économie verte? L'économie verte regroupe deux types d'activités. Des activités classiques réalisées avec des procédés moins polluants ou moins consommateurs d'énergie. Et les éco-activités dont la finalité est la protection de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles. Ces activités s'inscrivent dans un objectif de croissance verte. Il s'agit de favoriser un développement durable et soutenable sur le long terme. Donc l'économie verte est le résultat d'une amélioration de la situation économique et de la réduction des risques environnementaux et de la raréfaction de la vie écologique, ce qui conduit à améliorer l'égalité et le bien-être social. Donc l'économie verte est un modèle de développement économique basé sur le développement durable et la connaissance de l'économie environnementale. Alors, dans une économie verte, la croissance des revenus et des emplois est impulsée par des investissements publics et privés qui réduisent les émissions de carbone et la pollution, améliorent l'efficacité énergétique et la productivité des ressources et préviennent la perte de la biodiversité et des services rendus par les écosystèmes. Ces investissements ont besoin d'une volonté politique forte, soutenant des dépenses publiques ciblées sur deux objectifs verts, de réformes politiques
et des changements de régulation adéquats. Cette trajectoire de développement devrait maintenir, améliorer et, si nécessaire, reconstruire le capital naturel autant que patrimoine économique critique et source de bénéfices publics, surtout pour les plus démunis dont la survie et la sécurité dépendent fortement de la nature. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a élaboré une définition de travail définissant une économie verte comme une économie qui améliore le bien-être humain et l'équité sociale, tout en réduisant considérablement les risques environnementaux. Quant au niveau du terrain, l'économie verte peut être définie comme une économie dans laquelle la croissance des revenus et de l'emploi est dirigée par des investissements dans les secteurs publics et privés qui conduisent à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources. Et ces investissements sont également motivés par le motif de la demande croissante du marché pour les biens et les services verts. Alors, quels sont les objectifs de l'économie verte? On a l'équilibre du capital naturel. L'économie verte cherche à maintenir l'équilibre du capital naturel. Cela signifie qu'elle a pour objectif une utilisation uniquement des ressources que la Terre est en capacité de reformer. Il s'agit donc de ne pas consommer plus que ce que les écosystèmes naturels peuvent fournir. On a aussi la répartition équitable des ressources, car l'économie verte poursuit un objectif de justice sociale en s'assurant que les ressources naturelles sont équitablement réparties entre les différentes populations et entre les générations. Donc, on peut en déduire que le concept d'économie verte repose sur l'idée que l'amélioration du bien-être et la réduction des inégalités peuvent être réalisées au travers d'investissements visant à réduire les impacts écologiques de l'activité humaine. Ce concept repose sur le constat que la croissance économique est compatible avec la protection de l'environnement. Maintenant, on va aborder l'économie publique et sociale, ou bien ce qu'on appelle l'ESS. Donc, qu'est-ce que l'ESS et quels sont ses acteurs? Alors, l'économie sociale et solidaire regroupe l'ensemble des structures économiques dont le statut, l'organisation, le fonctionnement et l'activité sont basés sur les principes de la solidarité, de l'équité et de l'utilité sociale. Ces structures ont notamment pour objectif de favoriser la création d'emplois dans une perspective d'insertion et ou réinsertion, ainsi qu'une plus grande cohésion sociale. Principalement constituées en associations, mutuelles, coopératives ou fondations, les entreprises de l'ESS adoptent les dispositifs de gestion et décisions participatifs et démocratiques avec encadrement strict de l'utilisation des résultats financiers, pas de profit personnel, réinvestissement des bénéfices. Sous service d'agrément, elles ont accès pour partie de leurs ressources à des financements publics dédiés. Donc l'économie sociale et solidaire est un secteur structuré et promoteur. Son développement contribue à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
ainsi qu'à la création d'une dynamique participative avec un intérêt collectif et sociétal, par laquelle il cherche à créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'intégration de jeunes entrepreneurs et entrepreneurs sociaux, contribuant ainsi au développement durable et à l'augmentation des revenus individuels. Donc, l'économie sociale et solidaire a plusieurs définitions. On a une définition éthique et une définition légale. Donc, commençons par la définition éthique. La notion d'économie sociale et solidaire, ou ce qu'on appelle le SS, caractérise une approche éthique et morale fondée sur la solidarité et l'utilité sociale appliquée au milieu de l'entreprise. En théorie, elle regroupe les entreprises qui fonctionnent de manière démocratique et dont l'usage des bénéfices vise le maintien ou le développement de la structure. La deuxième définition, c'est une définition légale. D'un point de vue strictement légal et complémentaire à l'approche éthique, l'ESS est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à l'ensemble des domaines de l'activité humaine, auxquels les entreprises choisissent d'adhérer moyennant le respect de certaines conditions. Donc, quels sont les objectifs de l'économie sociale et solidaire? L'économie solidaire cherche à concilier les objectifs de croissance et de développement économique d'une part, et les principes d'équité et de justice sociale d'autre part. Selon de nombreux experts, notamment Joseph Stiglitz, l'économie solidaire est un troisième pilier en plus des secteurs publics et privés, sur lequel toute économie qui vise à améliorer ses performances, renforcer la cohésion sociale et intégrer de larges segments de la société devrait être basée sur l'économie solidaire. Donc, l'économie solidaire ne constitue pas un substitut à l'économie de marché dominante dans le monde aujourd'hui, mais elle peut être une économie parallèle, capable de libérer les dynamiques de croissance intégrée et de rééquilibrer les sociétés en réduisant l'ampleur des inégalités et des différences sociales criantes. Donc, quel est le rôle de l'ESS ou bien de l'économie sociale et solidaire? Donc, elle contribue à l'économie à travers, premièrement, contribution de l'ESS à la création d'emplois. Lorsque je dis l'ESS, ça veut dire l'économie sociale solidaire. Donc, premièrement, la création et le développement d'activités économiques et d'emplois. Deuxièmement, le développement d'opportunités d'emploi pour les groupes vulnérables. Troisièmement, la création d'emplois durables et décents. Quatrièmement, l'appui au processus de transition de l'économie informelle à l'économie formelle. Ça, c'est concernant la création d'emplois. On passe maintenant à l'organisation du travail et de la production. Donc, le SS contribue à l'organisation du travail à travers, premièrement, le renforcement des unités économiques autonomes par la mise en réseau. Ensuite, à travers l'accès au marché. Le SS contribue aussi à la gouvernance et à la participation. Donc, comment ça se passe? À travers le choix de l'autogestion et suppression de la hiérarchie.
La participation, c'est un processus d'apprentissage continu. Le soutien à l'action politique et l'inclusion des partenaires sociaux. On voit que l'ESS contribue aussi au travail et à la société. Premièrement, redécouvrir le sens du travail. Deuxièmement, assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Troisièmement, introduire des innovations efficaces pour répondre aux gros enjeux sociétaux. Et quatrièmement, créer des écosystèmes d'ESS ou bien de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, on va voir quelles sont les sources de financement traditionnelles de l'ESS. Premièrement, on a la vente sur les marchés. On a un partenariat avec le secteur privé à but lucratif. On a les subventions publiques. On a l'emprunt auprès d'institutions bancaires coopératives. Et chez les musulmans, on a ce qu'on appelle zakats et waqf. Donc ça, concernant les sources de financement traditionnelles de l'ESS ou bien de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, on va passer à l'économie circulaire. Donc, qu'est-ce que l'économie circulaire? L'économie circulaire est un système de production, d'échange et de partage permettant le progrès social, la préservation du capital naturel et développement économique. Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles par la création de produits, services, modèles d'affaires et politiques publiques, innovant prenant en compte l'ensemble des flux tout au long de la vie du produit au service. Donc ce modèle repose sur une utilisation optimum des ressources. Donc il s'agit d'un modèle économique visant à réduire autant que possible les déchets de matériaux, de biens et d'énergie, de manière à réduire la consommation, les déchets et les émissions en rationalisant les processus et les chaînes d'approvisionnement. Alors, l'économie circulaire contribue également à maximiser l'utilisation de toutes les matières premières, minéraux, énergie et ressources sous toutes leurs formes, ainsi qu'au lancement de processus de recyclage, d'utilisation, de réusinage et de développement plutôt que le schéma de rejet des déchets. L'économie circulaire en général réaménage les systèmes de santé et de consommation, définit la valeur des choses et l'importance d'une utilisation efficace et réduit les effets négatifs des modèles économiques traditionnels et contribue à la création de meilleures possibilités économiques et d'investissement pour les entreprises et les institutions, ainsi qu'aux avantages environnementaux et sociaux. L'économie circulaire n'est pas un terme des dernières années, il est enraciné dans le monde depuis des décennies dans l'innovation du concept de recyclage et de réutilisation. Il était évident dans les pays industrialisés après la Seconde Guerre mondiale quand les gouvernements ont essayé d'exploiter la technologie et les machines pour recycler. Les systèmes circulaires utilisent la réutilisation, le partage, la répartition, la remise à neuf, le recyclage et le recyclage pour créer un système de boucle fermée qui minimise l'utilisation des intrants de ressources et réduit la pollution par les déchets et les émissions de carbone.
À mesure que la productivité de ressources s'améliore, tous les déchets deviennent alimentaires pour un autre procédé, soit un sous-produit viable, soit une ressource récupérée viable pour un autre procédé industriel. Donc, l'économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s'agit donc de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. Donc, quels sont les principes fondamentaux de l'économie circulaire? La préservation des ressources, de notre environnement, de notre santé, permettre le développement économique et industriel des territoires, réduire les déchets et le gaspillage. Donc l'économie circulaire est un modèle économique qui vise à répondre à ces enjeux. Elle vise donc à passer d'une société du tout jetable basée sur une économie linéaire, exemple extraire, fabriquer, consommer, jeter, vers un modèle économique plus circulaire. Les nouveaux modèles de production et de consommation liés à l'économie circulaire peuvent être générateurs d'activités et de création d'emplois durables et non délocalisables. Donc, l'économie circulaire fait partie du champ de l'économie verte. Les enjeux de l'économie circulaire sont à la fois environnementaux, économiques et sociaux. Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation ou réutilisation de la manière ou du produit avant destruction finale. Il met notamment l'accent sur de nouveaux modes de conception, de production et de consommation, le prolongement de la durée de l'usage des produits, l'usage plutôt que la possession de biens, la réutilisation et le recyclage des composants. Maintenant, on va passer à l'économie environnementale ou bien l'économie de l'environnement. Donc, quelle est la définition d'une économie environnementale? C'est un domaine de l'économie qui est concerné par les problèmes liés à l'utilisation rationnelle et irrationnelle par l'homme des ressources naturelles. Donc, elle étudie l'impact financier des politiques environnementales, alors que les économistes environnementaux effectuent des études pour déterminer les effets théoriques ou empiriques des politiques environnementales sur l'économie. L'économie de l'environnement est un domaine de l'économie traitant de la relation entre l'économie et l'environnement. Les économistes de l'environnement étudient l'économie des ressources naturelles des deux côtés, leur extraction et leur utilisation, et les déchets retournés dans l'environnement. L'économie de l'environnement est l'étude de l'économie des questions écologiques et environnementales. Donc, elle se concentre sur la valeur monétaire des écosystèmes et les coûts et les avantages des politiques environnementales. Ce domaine de l'économie aide les utilisateurs à concevoir des politiques environnementales appropriées et analyser les effets et les mérites des politiques existantes ou proposées. Les trois objectifs interdépendants de l'économie écologique sont l'échelle durable, la distribution équitable et l'allocation efficace. Tous trois contribuent au bien-être humain et à la durabilité. L'économie de l'environnement est un domaine secondaire de l'économie
concernés par l'utilisation efficace des ressources naturelles, parce que l'environnement fournit à la fois une valeur directe et des matières premières pour l'activité économique. Donc, le concept de l'environnement et d'économie sont interdépendants. Pour cette raison, la façon dont l'économie est gérée peut avoir un impact sur l'environnement qui, à son tour, peut affecter le bien-être, le développement et les performances économiques. Donc, l'économie environnementale étudie les problèmes liés à l'utilisation rationnelle et irrationnelle par l'homme des ressources naturelles. Donc, c'est le domaine de l'économie étudiant les rapports économiques entre l'environnement et les sociétés humaines. Prenons cet exemple. L'économie de l'environnement concerne, par exemple, le coût environnemental de l'exploitation des ressources. Donc, c'est inclus dans l'économie de l'environnement. D'accord? Cependant, l'économie de l'environnement est de nature interdisciplinaire et reste ancrée dans des principes économiques solides. Les économistes de l'environnement étudient un large éventail de sujets, notamment ceux liés à l'énergie, à la biodiversité, aux espèces envahissantes et au changement climatique. Maintenant, on va aborder l'économie domestique. Donc, l'économie domestique, également connue sous le nom d'économie familiale. Elle englobe un large domaine de sujets d'études. Le foyer est une unité de gestion et d'activité économique. Elle est donc une unité qui a à voir avec les dépenses, la consommation, l'investissement et l'économie. L'économie nationale a son environnement opérationnel à la maison. Donc les membres de la famille, pour parvenir à une bonne gestion dans chacun de ces aspects, doivent acquérir une bonne base de connaissances dans chacun de ces aspects. Ainsi, par exemple, pour la consommation, il est nécessaire de comprendre que la famille doit réaliser une bonne éducation en tant que consommateur. Vous devez alors gérer la nutrition, la conservation des aliments, la cuisson, etc. de cette manière. C'est précisément le fondement de cette discipline. Elle vise à donner sécurité et stabilité à la cellule familiale. À juste titre, cette discipline est également connue sous le nom d'économie familiale. L'économie familiale peut être réalisée au foyer par l'homme, la femme, les enfants ou réalisée par tout ensemble. L'économie domestique est celle qui s'occupe de toutes les choses qui existent dans la maison et elle tient à fournir les exigences et les besoins nécessaires pour la maison. Donc, l'économie domestique travaille à déterminer les dépenses nécessaires à un moment précis et nous apprend donc à ne pas être extravagants et gaspilleurs en nourriture ou en vêtements et à bien se comporter en consommant. Donc l'économie domestique ou l'économie familiale est la branche ou le domaine de la science économique qui traite de l'étude de l'économie du foyer et de notre communauté. Donc l'importance de l'économie domestique pour la maison est extraordinaire. Il en est ainsi en raison de l'ampleur des connaissances et de la maîtrise que l'on possède
sur les sujets traités par l'économie domestique dépendra la stabilité économique et financière du foyer. Impliquer tout cela, la qualité de vie de la famille au sein de la communauté. Alors, quel est le rôle de l'économie domestique dans la vie moderne? Dans notre vie moderne, l'économie domestique a une grande valeur et de multiples avantages que nous pouvons identifier à travers les points suivants. Premièrement, les activités humaines deviennent de plus en plus intenses, de sorte que le principal motif du développement de la famille est le désir de s'exprimer. Deuxièmement, la famille est le facteur requis pour exiger le produit et obtenir le capital. Troisièmement, la famille joue un rôle important dans le mouvement des ressources et des revenus. Il y a aussi l'importance d'entretien ménager par personne. Donc, pour chaque personne, il aide l'individu à apprendre à vivre et à s'adapter à l'environnement qui l'entoure. L'intoxication alimentaire aide à prendre conscience des dangers, aide à apprendre à préparer et à conserver soigneusement les aliments. Il permet également de maintenir sa consommation domestique. On a aussi l'importance d'entretien ménager à la communauté tout entière. Premièrement, l'entretien ménager aide la nation à progresser en matière de santé. Deuxièmement, il aide à améliorer l'économie de la nation. Troisièmement, il offre des opportunités d'emploi aux jeunes et fait ainsi de l'État un travailleur. Et quatrièmement, il aide la société à réduire le taux de pauvreté et d'autres, comment dirais-je, d'autres choses. D'accord? Par exemple, la criminalité, etc. Donc, il réduit tout cela, toutes ces lésions de la société. Maintenant, on va passer, ou bien on va aborder l'économie de la santé. Donc, quel est le but de l'économie de la santé? C'est une science économique qui étudie le secteur de la santé et les systèmes de soins afin de répondre aux besoins économiques de la santé. L'économie de la santé est devenue l'un des enjeux modernes importants dans la vie de différentes sociétés. La santé concerne tout le monde, qu'il s'agisse d'individus ou de sociétés. Et le secteur de la santé a une part importante dans les allocations financières des pays du monde. En plus du lien étroit et inévitable entre les secteurs de la santé et de l'économie. Les décisions relatives au financement, à la fourniture ou à la distribution des soins de santé sont fortement influencées par les structures économiques de ce pays. En fonction de cette importance, il doit y avoir une compréhension pratique et scientifique des différentes dimensions économiques de ce type de soins, à travers l'importance accordée à l'économie de la santé. L'économie est une application de la théorie et des modèles de l'empirisme économique à l'analyse de la prise de décision pour les individus, les prestataires de soins de santé et les gouvernements. Et si les soins de santé sont une marchandise économique qui repose sur diverses ressources, par exemple humaines, capital, matières premières, et que leur consommation entraîne de réels coûts et avantages humains, et sur cette base, le nom d'économie de la santé n'est pas seulement un raccourci
tournant de l'économie des soins de santé. Tout comme l'amélioration de la santé, ce n'est pas la seule caractéristique des soins de santé que les économistes de la santé prennent en compte, bien que la santé doit être un bien essentiel. Il est possible d'analyser la demande d'amélioration de la santé de la même manière que ce que font les économistes lorsqu'ils analysent la demande d'autres biens et services. Cette analyse ne peut pas être faite dans un environnement de marché parce que ce n'est pas incarnable. De point de vue, la production de soins santé selon concept dans le domaine de la santé, elle est produite à partir de biens et de services, ce qui confirme la nécessité de considérer la théorie de la production. Ils sont importants lors de l'analyse des coûts et de l'offre de services de soins de santé. Et par conséquent, la prise de décision en matière de soins santé peut dans certains cas être liée aux forces du marché et malgré cela, la plupart des pays ne dépendent pas entièrement de ces forces dans la plupart des soins de santé, services et produits. Les gouvernements interviennent généralement dans les marchés des soins de santé à un degré beaucoup plus élevé qu'ils ne le font dans la plupart des biens économiques. D'un autre côté, beaucoup se rendent compte que les soins de santé sont différents des autres activités économiques parce que la caractéristique essentielle de ces soins est l'incertitude. On ne connaît pas leur coût à l'avance. Les patients ne se comportent pas comme les consommateurs. Les médecins ne se comportent pas comme les autres sociétés commerciales. L'économie de la santé est contrainte de composer avec d'autres critères et là, de critères les plus importants dans ce domaine sont déterminés par l'efficacité et l'éthique. Le marché des soins de santé est soumis aux déterminants de la demande, dont les plus importants sont le prix, le revenu, les prix des autres produits, les goûts, les tendances, la taille et la composition du groupe de population. En plus du monopole dans le domaine des soins de santé comme l'une des structures du marché. À la lumière des marchés de concurrence parfaite, il existe de nombreuses considérations économiques, notamment l'équilibre des marchés concurrentiels et leur efficacité. Ajoutez à cela l'intervention de l'État. Bien que l'intervention de l'État sur le marché de la santé soit souhaitable pour diverses raisons, cette intervention n'est pas toujours positive. Parfois, cette intervention est un échec pour de nombreuses raisons, notamment, l'absence de la concurrence et l'existence d'un certain nombre d'objectifs contradictoires dans le secteur gouvernemental. L'économie de la santé est l'application au domaine médical et socio-sanitaire des concepts et des méthodes de l'économie. Elle évalue le coût de la santé et de son incidence sur l'économie générale, sur le budget de la nation et les ménages, sur la gestion des entreprises et sur la politique sociale. Elle analyse l'offre et la demande de soins, le marché des biens et des services médicaux, le fonctionnement et le financement du système de santé. Au cours des 40 dernières années, l'économie de la santé a connu un développement considérable fondé entre autres sur une plus grande disponibilité des données et peut-être surtout sur la croissance soutenue des dépenses de santé. Le vieillissement de la population, le progrès technique dans les traitements thérapeutiques, l'accroissement des dépenses de santé et leurs mécanismes de financement
questionnent aujourd'hui les économistes qui cherchent à résoudre la confrontation entre des ressources contraintes et des besoins illimités. L'économie de la santé s'est développée autour de deux composantes majeures, distinctes mais complémentaires. L'analyse du comportement des acteurs, en anglais on dit behavioral science, et la recherche d'instruments d'analyse et d'actions adaptés aux caractéristiques économiques du bien santé. Bien que l'on sache que la pauvreté mène à la maladie et que la maladie mène à la pauvreté, ce qui est nouveau, c'est que la santé mène à la richesse. En d'autres termes, investir dans la santé non seulement éloigne le spectre de la pauvreté, mais conduit également à la richesse, et parfois même l'extrême richesse. Donc, c'est la conclusion à laquelle est parvenu un rapport économique récemment publié par la Commission européenne pour l'économie et la santé et dont le résumé a été publié dans la célèbre revue médicale. Indépendamment des voies et méthodes par lesquelles l'amélioration des normes de santé des membres de la société entraîne une augmentation des taux de croissance économique, il fait fondamental demeure que la relation entre la santé et la richesse dans les pays pauvres comme dans les pays riches est une relation positive qui place la responsabilité des gouvernements qui cherchent à atteindre des niveaux plus élevés du bien-être. Ces citoyens ont la tâche d'investir dans la santé de la société dans son ensemble et de travailler à réduire les facteurs environnementaux, psychologiques et sociaux qui affectent négativement la santé de ses membres, comme un moyen sûr d'augmenter les indicateurs économiques globalement positifs. En ce sens, l'économie de la santé est une branche moderne de l'économie qui examine comment appliquer les outils de l'économie aux problèmes de santé et clarifie les divers aspects de sorte qu'elle devient plus susceptible d'analyse. L'économie fournit également des critères pour déterminer si les politiques de santé augmentent ou diminuent l'efficacité économique et la répartition équitable des soins de santé. La science de l'économie de la santé s'intéresse principalement à la répartition des ressources économiques rares entre les utilisateurs concurrents des soins de santé dont les ressources sont les plus ou bien de plus en plus rares, alors que les besoins en elles augmentent avec le temps. Donc la science de l'économie de la santé répond à trois questions fondamentales. Premièrement, combien de ressources limitées la société veut-elle consacrer aux soins de santé? Deuxièmement, comment les soins de santé sont-ils fournis au moindre coût possible? Et troisièmement, comment les services de santé sont-ils distribués équitablement à ceux qui ont besoin? Alors maintenant, on va passer au tourisme. Donc c'est quoi le tourisme? Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leur voyage et séjour dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité. Alors, quelle est l'importance et le concept de l'économie du tourisme? L'économie du tourisme est définie comme l'une des formes de l'économie qui est considérée comme l'un des piliers fondamentaux du pays et sur laquelle on s'appuie généralement pour le développement et le développement général de l'économie. Et en raison
du manque de ressources naturelles ou de puits de pétrole. L'économie touristique est également considérée comme le seul débouché de l'économie qui est souvent contrôlé et dans de nombreux cas, en activant des voyages et en travaillant à l'octroi et à la présentation de nombreuses offres aux citoyens. De même, l'économie du tourisme est considérée comme l'une des ressources de base des pays et de l'économie en général, car elle constitue généralement un pourcentage estimé à environ 20% du produit intérieur brut, qui à son tour contribue à offrir de nombreuses opportunités d'emploi aux citoyens, ce qui conduit à déplacer la roue économique et à injecter de l'argent sur les marchés. L'économie en général est généralement contrôlée par le tourisme dans le pays et les différents secteurs touristiques, qui à leur tour encouragent l'investissement et aident à attirer de nombreux investisseurs. Ce qui conduit à revitaliser le pays et à augmenter les opportunités d'emploi, ainsi qu'à améliorer le pouvoir d'achat des monnaies locales, ce qui est connu comme une économie touristique forte. Quel est l'impact de l'économie du tourisme sur l'économie en général? Le système économique est généralement traité comme un système intégré, dont on ne peut exclure une partie ou séparer une partie de l'autre. L'économie du tourisme est considérée comme l'une des branches de l'économie, qui est généralement analysée, étudiée et détaillée, juste comme tout autre type d'économie. Comme nous l'avons dit, l'économie du tourisme est considérée comme la principale partie qui soutient l'économie, à travers de nombreuses campagnes publicitaires menées par des individus et des groupes responsables de diverses activités touristiques, ce qui contribue à augmenter l'appétit des investisseurs à payer, dépenser et consommer de l'argent dans le pays, ce qui est préférable et contribue à améliorer l'économie. Aussi, en travaillant à améliorer le domaine de l'économie touristique et à améliorer de nombreuses stations touristiques que les gens peuvent visiter, de nombreux clients bancaires, y compris des investisseurs, des clients réguliers et diverses agences gouvernementales, peuvent recourir à de nombreux prêts et financements financiers, qui à leur tour contribuent à développer les marchés locaux et à pomper et déplacer de l'argent sur les marchés, ainsi qu'à aider à développer et à améliorer les marchés locaux, ressources et aider à les améliorer. L'économie du tourisme étudie les aspects économiques du tourisme, tels que des aspects sur l'emploi, sur la balance des paiements, etc. Donc le tourisme affecte l'économie des pays d'accueil car il engendre les revenus dans ceux-ci. Alors, il faut tenir compte de plusieurs facteurs pour être en mesure de calculer l'impact économique du secteur touristique. Le premier facteur permet de voir l'impact global du secteur touristique dans l'économie du pays. Il consiste à étudier l'effet du tourisme dans le PIB, le produit intérieur brut, qu'on a déjà vu. Ainsi, si le secteur touristique permet l'augmentation du PIB du pays, on peut dire qu'il affecte positivement l'économie. Le deuxième facteur est le réel pourcentage des revenus du secteur touristique qui reste dans les pays. Ce facteur-là permet d'observer la distribution des gains. Cette distribution s'explique par le fait qu'une partie du travail est effectuée à l'extérieur des pays.
Par exemple, les voyageurs s'adressent à des agences de voyage qui sont situées dans leur pays de résidence et non dans le pays d'accueil. Ainsi, en analysant le pourcentage des revenus qui restent dans le pays d'accueil, il est possible d'observer si le partage est équitable et si le secteur touristique est réellement favorable pour le pays. Le troisième facteur est le coût de la vie qui est lié au quatrième facteur qui est le revenu des individus par tête. L'étude des deux facteurs permet de déterminer le véritable pouvoir d'achat des locaux. Le lien de ce calcul avec l'impact économique du secteur touristique est le fait que le tourisme engendre une hausse des prix dans les pays d'accueil. Alors, s'il contribue à augmenter le salaire de la population pour qu'il soit égal ou supérieur au coût de la vie, il affecte positivement l'économie locale. Néanmoins, si les locaux se trouvent avec un salaire inférieur au coût de la vie, le tourisme est alors défavorable pour l'économie locale. Ainsi, en observant le lien entre le coût de la vie et les revenus des individus, il est possible de déterminer si le tourisme est bénéfique économiquement. Alors, en bref, en calculant ces quatre facteurs, on est en mesure de déterminer quel impact de tourisme occasionne dans les pays d'accueil. Maintenant, on va clôturer par l'économie des énergies renouvelables. Donc, on va définir les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables désignent un ensemble de moyens de produire de l'énergie à partir de sources ou de ressources théoriquement illimitées, disponibles sans limite de temps ou reconstituables plus rapidement qu'elles ne sont consommées. Donc, on parle généralement des énergies renouvelables par opposition aux énergies tirées des combustibles fossiles dont les stocks sont limités et non renouvelables à l'échelle du temps humain. Par exemple, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, etc. Au contraire, les énergies renouvelables sont produites à partir de sources comme les rayons du soleil ou le vent, qui sont théoriquement illimités à l'échelle humaine. Les énergies renouvelables sont également parfois désignées par les termes énergie verte ou énergie propre par abus de langage. En effet, si les énergies renouvelables ont bien souvent des avantages écologiques, elles ne sont pas pour autant vertes ou propres dans le sens où elles sont ou bien elles ont aussi des conséquences environnementales importantes. Donc, quel est l'impact, le premier impact de l'énergie renouvelable? Premièrement, investir de l'argent. Les projets d'énergie renouvelable ont contribué à investir l'argent gagné dans l'économie locale, car il a créé des fonds d'investissement pour exploiter l'argent gagné des projets d'énergie renouvelable, tels que l'électricité, permettant ainsi aux communautés qui utilisent des énergies renouvelables d'investir dans n'importe quel petit projet de leur choix. Deuxièmement, les énergies renouvelables aident à augmenter la fonctionnalité. Comment ça se passe? Les projets d'énergie renouvelable affectent indirectement l'augmentation du nombre d'emplois, bien que ces projets ne nécessitent pas beaucoup de main-d'œuvre. Ils fournissent de bons revenus qui permettent la mise en place de diverses institutions, comme les restaurants par exemple, qui ne nécessitent plus de main-d'œuvre et donc augmenter le nombre d'emplois. Un autre impact
et la relation entre le climat et l'économie. L'utilisation de sources d'énergie non renouvelables entraînera un changement climatique, car ce changement entraînera des problèmes naturels susceptibles de provoquer des catastrophes et des crises, ce qui affectera l'économie face à tels problèmes. Par conséquent, l'utilisation d'énergie renouvelable peut limiter le climat et changement et ses faits. On a aussi la concurrence avec les énergies non renouvelables. Dans le passé, l'utilisation de sources d'énergie non renouvelables telles que les combustibles fossiles revenait aux pays qui les procédaient avec d'énormes sommes d'argent. Et ces dernières années, le rendement résultant de l'utilisation de cette énergie a diminué, tandis que les sources d'énergie renouvelables ont devenir en mesure de rivaliser dans la production d'énergie et ainsi produire un important revenu financier. On a aussi l'indépendance dans la production d'énergie. L'utilisation de sources d'énergie renouvelables contribue à l'indépendance dans le domaine de l'énergie, car les pays fournissent leurs besoins énergétiques localement sans dépendre d'autres pays dont les prix changent constamment et parce que les sources d'énergie renouvelables ne s'épuisent pas, on peut compter sur elles à long terme. Un autre point, revenus supplémentaires pour les propriétaires fonciers. Les centrales d'énergie renouvelable nécessitent l'installation de vastes superficies de terrain, ce qui oblige les propriétaires ruraux à accueillir de tels projets au sein de leur propriété, ce qui leur apporte des revenus financiers supplémentaires. Par exemple, les parcs éoliens aux États-Unis rapportent environ 222 millions de dollars par an aux propriétaires fonciers. On a aussi la réduction des coûts énergétiques. L'utilisation des énergies renouvelables contribue à réduire les coûts d'utilisation de l'énergie dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles, car des panneaux solaires peuvent être installés au-dessus de ces installations pour générer l'énergie électrique nécessaire et donc suffire avec cette énergie tout en éliminant les facteurs provenant des compagnies d'électricité. Et finalement, on a la stabilité des prix de l'énergie. Malgré les coûts élevés lors de la construction de centrales d'énergie renouvelables, après l'achèvement de ces projets, les coûts d'exploitation seront très faibles car l'énergie est générée à partir de sources naturelles telles que le vent et le soleil sans qu'il soit nécessaire de payer des coûts d'exploitation. Et donc, il y aura de stabilité des prix de l'énergie à long terme. Donc, grosso modo, on peut dire que les énergies renouvelables, c'est toute forme d'énergie qui provient de sources qui se renouvellent naturellement